Donc bonjour, je suis Isabelle Nègre, je suis médecin et je suis de base anesthésiste, réanimateur. Alors à l'origine c'est un peu par hasard que je suis devenue anesthésiste parce que lors d'un stage interné, la place que je devais avoir en médecine interne n'était pas disponible. Du coup on m'a mis en anesthésie et j'ai trouvé ça formidable. Après j'ai travaillé comme anesthésiste pendant des années et à l'hôpital. J'ai adoré. J'ai adoré l'anesthésie parce que c'est connaître tout le fonctionnement des différents organes et protéger le patient ou enfin assurer le maintien de ses ressources pendant l'anesthésie et quand on le réveille, eh bien qu'il soit mieux qu'avant. Et donc ça c'était génial. Et en plus en anesthésie, il y a un aspect ludique curieux. C'est-à-dire que j'ai connu l'anesthésie au début où il y avait très peu de matériel. Et puis du matériel est arrivé et avec les appareils de tension qui étaient automatiques, la mesure des gaz, des tas d'appareils. Et donc il y a un esprit ludique et de curiosité. Et moi je suis quelqu'un d'assez curieux. Et une fois que il me semblait en tout cas que je connaissais bien mon métier, je me suis demandé ce qui se passait après. C'est-à-dire les patients, on les sortait du bloc, ils allaient en salle de réveil, ils allaient dans les étages. Comment ils étaient traités dans les étages et donc je me suis occupée de ça et j'ai découvert que la prise en charge de la douleur était insuffisante. Et donc il me semblait que du coup mon travail n'était pas correctement fait, quoi. Ça n'allait pas jusqu'au bout. Alors j'ai fait des protocoles qui sont maintenant reconnus pour la prise en charge de la douleur post-opératoire. Et puis, comme la douleur était assez peu considérée et il n'y avait pas d'enseignement, je me disais pour les grosses chirurgies, quand même, qu'est-ce qu'ils deviennent après, quoi. Est-ce qu'ils sont suffisamment traités? Donc j'ai commencé à faire une consultation, à convoquer les patients, disons, lourds, on appelle les patients avec des grosses chirurgies, pour voir comment ils allaient, comment ils étaient traités. Donc c'était évidemment pas suffisant très souvent, donc j'ai commencé comme ça, puis à faire des formations médecins généralistes, etc. Et puis de fil en aiguille, la consultation de douleur s'est agrandie, ouverte à d'autres patients en dehors de ces patients très douloureux, enfin post-opératoires, pour accueillir les patients douloureux chroniques. Là, dans cette période, donc c'était dans les années 90, donc ça commence à dater là, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient malheureux. Donc j'ai fait ce qu'on appelle la capacité douleur, c'est-à-dire une spécialisation dans le traitement de la douleur. Et en même temps, parce que j'avais auparavant, je m'étais beaucoup intéressée à la psychologie, Freud et l'hypnose, donc j'ai fait une formation d'hypnothérapeute. Parce que je voyais bien que les patients arrivaient angoissés au bloc opératoire et puis après ils supportaient mal souvent le post-opératoire. Donc j'ai commencé à pratiquer et puis l'impact, la place de la pensée, on pourrait dire, est tellement importante, c'est-à-dire qu'il y a le avoir mal et il y a le être mal. Et la douleur est un phénomène très complexe en termes de physiologie, mais il y a cette partie-là qu'on ne peut pas, on ne peut pas traiter correctement la douleur si on ne la prend pas en compte. C'est-à-dire, si vous êtes malheureux, ce n'est pas parce que je vous donne la morphine que vous irez mieux. Donc, du coup, j'ai entrepris des études de psychanalyse, de formation en psychothérapeute. J'ai été refusée je voulais faire
des études de psychologie pour pouvoir légitimer cette approche, mais bon, c'était pas possible. En même temps, si vous voulez, je faisais 7 à 8 gardes par mois, puis j'avais 2 enfants, donc bon, c'était un peu compliqué. Et puis, donc de toute façon, dès qu'on a fait l'équipe douleur, qui était au début, je m'occupais de douleur, soins palliatifs, bloc, enfin ça faisait beaucoup de travail, mais j'ai réussi à faire une unité fonctionnelle. Et là, tout de suite, j'ai intégré les psychologues parce que je pensais que c'était totalement indispensable. Et depuis, ça reste quelque chose de tout à fait valable. Et ensuite, cette unité douleur en termes administratifs est devenue un centre antidouleur qui est validé par l'ARS depuis qu'il existe. Et avec les psychologues qui ont travaillé avec moi, et en particulier Isabelle Célestin qui a travaillé des années avec moi, on a réfléchi sur ce lien comme ça entre l'avoir mal et l'être mal, et comment arriver à aider nos patients. Et du coup, on a introduit les pratiques psychocorporelles dans auprès de nos patients. Alors, il y avait déjà l'hypnose, on a fait les pratiques psychocorporelles. Par ailleurs, j'ai fondé un diplôme universitaire d'hypnose et anesthésie, toujours pour faire passer le message. Et ensuite, on a fait un diplôme de pratiques psychocorporelles d'enseignement à la faculté. Et donc là, on a fait des tas d'expérimentations, puis on a fait des groupes avec les patients, on a discuté avec les patients, c'était génial. Le DU de pratique psychocorporelle est devenu un diplôme interuniversitaire et ensuite maintenant est devenu un diplôme interuniversitaire de santé intégrative, puisque il y a 20 ans le terme n'existait pas, mais il y avait, on appelait ça les MAC, médecine alternative et complémentaire. Et du coup, dans l'ambiance en tout cas du service, d'un service antidouleur, puisque maintenant je ne fais plus d'anesthésie, ça fait un moment, le patient arrive avec une demande explicite d'une douleur somatique, un pied, une jambe, un ventre, et il y a une demande implicite d'aide, de souffrance, et qu'il faut travailler à arriver à la rendre explicite. Et c'est par, je dirais, l'expérientiel, c'est-à-dire quoi qu'on fasse comme pratique, que ça soit l'hypnose, que ça soit... alors nous, on a des matelas de détente, de massage, la cohérence cardiaque, la musicothérapie, la réalité virtuelle, le MDR, enfin... que le patient fasse l'expérience à un moment que finalement il est bien. Et que du coup ça induit un changement parce qu'il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vécu. Et du coup, on va l'aider à trouver en lui-même les ressources, ses propres ressources qui vont l'aider à être mieux. Voilà, c'est un peu ça. Alors comment, c'est toute une histoire bien sûr, comment j'en suis arrivée là. Alors je dirais c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, que j'ai trouvé finalement, c'est la sérendipité. C'est-à-dire que, alors moi j'ai une enfance difficile, avec des deuils multiples. J'ai émigré à Paris, je suis toulousaine, j'ai émigré à Paris pour ces raisons-là. À l'origine, je voulais être vétérinaire parce que j'adore les animaux, j'adore le biologique, j'adore... et puis... à l'époque, on ne pouvait pas, les filles ne pouvaient pas être vétérinaires. C'était interdit, sauf à Lyon, je crois. Et ma famille était à Paris. Alors, ce qui me restait de ma famille. Et donc, c'était médecine, voilà. Et donc, j'ai fait médecine.
Et à l'époque, avec une vie difficile, parce que chambre de bonne, pas d'argent, une boîte de conserve par jour, voilà. Donc j'ai fait pour vivre, dès que j'ai pu, j'ai fait des remplacements. Donc j'ai fait des remplacements de médecin, alors aide-soignante, je sais pas quoi, j'ai même fait, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent des chevaux. Et puis après, médecin généraliste, enfin en remplacement. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette erreur de choix où je devais être, parce que j'étais très forte, apparemment, en dermato. Je faisais des photos de dermato en médecine et j'étais, d'après le patron, j'avais l'œil. Bon, alors je me disais, bah tiens, dermato, après tout, bon. Et en fait, il fallait faire un stage interné. Et quand je suis allée en province, donc il y avait cette erreur, je suis tombée en anesthésie. Et du jour, enfin, on m'a dit, alors j'avais plus d'appartement, évidemment. Et donc on m'a proposé ce poste. J'ai dit, j'étais bien obligée. J'ai dit, ok. Et je commençais le matin, je devenais l'interne d'anesthésie. Donc c'est moi qu'on a appelé 1 heure après pour mettre des cathéters, pour faire des choses que je n'avais jamais vues. Donc j'avais des bouquins. Bon. Et j'ai trouvé ça super. Ça m'a bien plu. Donc c'est ça la sérendipité, c'est-à-dire voilà. Et puis avec mon mari, finalement lui, il voulait être généraliste. Je me suis dit c'est pas mal peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit salarié et qui puisse gagner sa vie de façon régulière plutôt qu'un généraliste où c'est un peu aléatoire. Et puis ensuite il y avait le concours de praticien hospitalier. Que j'ai passé haut la main parce que je trouvais ça super. C'était super, j'adorais étudier. Et voilà, et après j'ai tourné dans tous les services pour faire toutes les spécialités. Et avec joie, ce que je vous disais, c'est l'anesthésie, c'est génial. Où on endort, on réveille, on voit moi, il y a un truc magique, c'est qu'on met le patient en apnée pendant toute l'intervention et à un moment, à la fin, il y a le ballon, on peut tenir le ballon et le ballon commence à bouger quand le patient amorce une petite respiration. Et ça, j'ai toujours trouvé ça magique. Comme, je sais pas moi, un accouchement, une péridurale, et puis il se passe, je sais pas, il y a un truc qui sort et tout d'un coup, c'est vivant. Et chaque fois, il y a de l'émotion. Et puis des tas d'avancées techniques, donc avec cet aspect ludique. Et après, de se dire, est-ce qu'on fait bien le boulot, quoi, d'une façon plus sérieuse. Et voilà, et donc de continuer après pour voir si le patient pour lequel on a pris beaucoup de précautions, dont on a pris soin, est-ce que tout ça ne va pas être saboté par la suite et que finalement il va avoir un mauvais souvenir, voire un vrai choc traumatique dû à soit l'intervention, soit l'environnement. Du coup, c'est important le confort du patient, écouter. La douleur, c'est donc lui qui évalue et sa douleur, et on va adapter puisque c'est très variable et il n'y a pas de protocole. Le protocole doit être individuel, adapté, mais c'est très variable selon. Il y a autant de douleurs que de patients douloureux. Donc le principe de la douleur a profondément évolué. C'est Descartes qui a fait un schéma filaire. Vous brûlez le pied, il y a un câble, pouf, et vous avez mal. Voilà. Et donc, la prise en charge de la douleur ou de la douleur est constante depuis l'Antiquité. Alors même, je me rappelle d'une traduction latine que j'avais faite avec un Romain haut placé, j'ai un peu oublié, ça fait longtemps, qu'on opérait des varices.
Et il avait dit non, oui, je vais le faire. Et il n'avait rien dit, et on l'avait opéré des varices quand même. Et on lui avait dit après, est-ce qu'on fait l'autre jambe? Et il avait dit non, merci, je vais m'arrêter là. Et je pense que la tolérance à la douleur est quelque chose qui est bien sûr individuel et environnemental. Il y a c'est Pinel ou Lurich qui décrit par exemple, alors il s'occupait de la guerre là, du temps de Napoléon, et il décrit la différence de ressenti de la douleur entre les troupes françaises qu'il avait l'habitude de soigner et des troupes russes. Et il raconte qu'il fait des désarticulations de pieds et de mains à des Cosaques, et on lui dit, alors il dit au début, il dit bon il va falloir les attacher le temps que je fasse, et on lui dit non, vous inquiétez pas, et il est sidéré de voir que en fait il peut opérer tranquillement avec les Cosaques qui ne disent rien alors qu'ils n'ont rien bu, ils sont à jeun, etc. Alors il y a donc je pense déjà une différence culturelle. Ensuite, il y a la différence de la représentation. La représentation de la douleur, c'est-à-dire que le corps, il y a un aspect symbolique du corps. Et la représentation de la douleur, elle varie. Par exemple, on voit dans toute l'imagerie chrétienne des tas de victimes et qui souffraient le martyre, c'est du coup c'est devenu un terme particulier, et donc il y a une sorte de transcendance de la douleur, et puis mais par exemple un rite initiatique peut être extrêmement douloureux, alors que, apparemment, c'est le même stimulus, je dirais, alors que il n'est pas vécu de la même façon. Au contraire, on passe à notre âge de la vie. Et puis il y a des douleurs comme la torture qui vont être là pour anéantir l'autre. Et puis il y a des douleurs qui sont acceptées, par exemple. L'exemple que j'ai toujours, c'est les danseurs classiques. Quand on voit les photos de leurs pieds, mais moi j'aurais ça, je reste 3 semaines au lit, alors que eux continuent les pieds en sang, etc. Et continuent à danser, à faire. Et donc forcément, il y a un aspect environnemental de la douleur. Et en même temps, il y a eu de tout temps, j'exagère, c'est 19e siècle, enfin en tout cas comment est-ce que la douleur est vécue par les scientifiques de l'époque. Eh bien c'était souvent du coup cet aspect plutôt psychologique, où on dit et la prise en charge de la douleur relevait plutôt des psychiatres. C'est très récent, jusqu'aux années 60, où 2 chercheurs qui s'appellent Welzak et Wall ont mis en évidence en neurophysiologie un mécanisme qui s'appelle gate control, c'est-à-dire un mécanisme de régulation de la douleur et de transmission de la douleur au niveau de la médulaire. Et là, c'est l'aspect neurophysiologique de la douleur qui l'a emporté. Il y a toujours cette bataille un peu. J'ai lu un livre de sociologie d'une Isabelle... je sais plus, elle a un nom compliqué, et qui montre bien ce passage qui est vraiment tout à fait récent quand même, les années 60, 70. Il y a toujours cet aspect qui est finalement, moi, que je vois comme un contresens, comme si, qui confirme toujours cette vision dualiste. Alors que la vision dualiste est vraiment obsolète. Et du coup, cette bataille neurophysiologie reste, on reste marqué par l'aspect dualiste qui, pour moi, n'existe plus.
Alors après, on peut avoir un peu mal et hurler parce qu'on ne supporte pas, ou avoir un fort stimulus et finalement être peu expressif, mais peu importe, c'est la personne. Et l'environnement, ce qui a été prouvé, il y a une étude que je trouve formidable, c'est sur un rat. Donc c'est avec une méthodologie impeccable, qui devient extrêmement, d'autant plus douloureux qu'il a eu un événement antérieur douloureux, un stimulus antérieur dont il est parfaitement guéri, et encore plus douloureux s'il a pris de la morphine. Et donc il devient extrêmement douloureux, alors que le rat naïf finalement a une douleur normale. Et dans la même gamme, le rat à qui on injecte un produit dont il guérit en 3 jours normalement, le rat naïf, s'il a eu un antécédent, et comme nous, ça serait il y a 2-3 ans, dont on est parfaitement guéri, il va mettre 3 fois plus de temps à guérir. Et si il a eu un épisode de stress, eh bien, il va mettre 4 fois plus de temps à guérir. Et si on le met avec un autre rat douloureux, il va mettre 3 fois plus de temps à guérir. Et si on le met avec un compagnon stressé, eh bien, il va mettre 4 fois plus de temps à guérir. Et donc, on est plus ou moins vulnérable à la douleur selon notre propre histoire et notre environnement. Alors ça peut être un argument pour traiter les aidants, par exemple. Que les aidants, c'est pas anecdotique. Si on a un aidant douloureux et stressé, on n'a aucune chance, ou en tout cas moins de chances de guérir. Et donc, finalement, on est tous, dans notre monde occidental, marqués par ce dualisme qui nous... on n'arrive pas à s'en défaire, alors que vraiment, c'est vraiment une notion obsolète. Est-ce qu'on peut dire, sans dire de bêtises, que pour comprendre la douleur, il faut comprendre le corps de l'autre dans sa nature organique, mécanique, fonctionnelle, autant que dans sa nature symbolique, psychologique, etc. Est-ce que pour comprendre la douleur, il faut avoir une vision complète, complexe, holistique de la chose qui est en face de nous? Alors tout ce que je viens de dire montre bien que ce rat, finalement, si on lui donnait un antalgique, ne guérit pas mieux. Et ça montre qu'une approche purement mécaniste est insuffisante. Je dis à mes patients, moi, je suis médecin anesthésiste, je peux vous mettre sous anesthésie générale, mais je ne suis pas certaine que ça vous apporte quelque chose. Et donc, c'est important de voir le lien que le patient fait avec sa douleur, de voir comment... Parce que, en fait, dans l'inconscient veut créer une cohérence. Et donc, il y a une douleur, peu importe, elles sont très variées, et donc le patient va créer du sens. Alors, mais parfois... ça ne tient pas. Sur un plan mécaniste, ça n'a pas vraiment... ce n'est pas vraiment très vrai, quoi. Mais c'est lui qui a créé ce sens-là. Et donc, du coup, ça devient cohérent et ça peut amener à une dépression parce que, voilà, on m'en veut, je sais pas quoi, c'est mon destin, ou j'ai eu tort de me faire opérer, ou je savais bien que j'aurais une maladie, enfin, bon, peu importe. Et donc, on ne peut pas traiter la maladie ou la douleur simplement par les médicaments sans tenir compte de l'environnement psychique et familial, professionnel, selon le patient, et essayer de l'aider. Alors, on n'a pas tous les mêmes
les mêmes compétences. Moi, j'ai pas mal de compétences. Je connais bien l'anatomie. J'ai fait des cours d'anatomie, des cours de dissection. On connaît les locaux régionaux, on sait mettre des cathéters, on sait endormir un bras ou un doigt, etc. C'est notre métier. Ce que tout le monde, évidemment, n'est pas en mesure de connaître. J'ai fait des études sur l'hypnose et de psychologie, mais pour autant, je ne suis pas psychologue. Et le chaînon manquant, à mon avis, c'était la relation. C'est-à-dire créer un lien relationnel de confiance avec le patient pour que tout puisse être dit. Alors, s'il y a, il peut me raconter ce qu'il veut et construire son épaule douloureuse, alors qu'il ne sait même pas comment, il ne connaît pas l'anatomie de l'épaule. Je vais essayer de traduire ça en termes mécaniques, puis de l'examiner, bien sûr. Et en même temps, comment il vit ça. Et c'est dans cette qualité relationnelle qu'il va pouvoir se livrer, même en disant des bêtises. Et dans ma consultation, par exemple, il y a souvent un aspect émotionnel. Et donc, faut accueillir les pleurs, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, évidemment, accueillir ça et à la fin, rire. C'est-à-dire qu'il y ait de la joie. C'est peut-être ça le fil conducteur du métier, c'est la joie. Et la joie non pas provoquée par un événement, mais la joie conceptuelle de base qu'on peut avoir en soi. Et du coup, d'être avec cette joie, d'accueillir et à la fin, peut-être avoir de l'humour, raconter des histoires. Il se passe plein de choses dans ma consultation. On peut faire des petites scénettes simulées, je sais pas quoi, ou moi je peux dire des bêtises, ou faire des jeux de mots, et on rit. Et les patients me disent, mais ça fait longtemps que j'ai pas ri. Et du coup, ça crée un lien de confiance et quelque chose de l'ordre de l'expérientiel, comme je disais tout à l'heure. Donc cette relation au patient, elle fait que je me sens, c'est un terme un peu peut-être vulgaire, mais ok avec mon éthique. C'est-à-dire que je suis vraiment profondément médecin, soignante, voilà. Dans l'aide et l'écoute à l'autre. Et puis, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand, je sais pas moi, un patient va me dire « Ah, je vous aime, vous êtes formidable, etc. » il parle de la relation, il ne parle pas de moi, c'est le contre-transfert. C'est-à-dire, le problème du burn-out, très souvent, c'est que le soignant va soigner son père, sa mère, sa sœur, ses enfants, etc. Tout le monde meurt, ou ils sont tous malades. Et donc, forcément, à un moment, il y a un burn-out. Alors, l'inverse, ce serait de dire, je m'occupe de l'appendicite, je m'occupe du côlon, je m'occupe de ceci, cela. Et donc de faire une étiquette nosologique et du coup le patient n'a, dans un premier temps, il n'est pas son père, son frère, quelqu'un de sa famille, donc il n'a pas sa place, mais dans l'autre, il n'a pas sa place non plus. Et donc c'est la juste distance empathique qui permet d'avancer, alors je ne dis pas se protéger, ce n'est pas le terme exact, mais c'est d'avoir suffisamment de distance pour qu'il y ait cette relation sans qu'il y ait fusion-confusion. Et ça, c'est fondamental, parce que de temps en temps, donc ça marche quand on me dit je vous aime et tout ça, c'est sûr que c'est sympa, mais enfin je me méfie. Mais si on dit vraiment je vous aime pas, je peux pas vous encadrer, c'est pareil, il va falloir exercer ce contre-transfert. Et du coup, la pratique de
la prise en charge de la douleur, d'enchaîner les patients par exemple, eh bien on rentre à chaque fois dans un univers différent. Alors, je vais pas, parfois, il y a des patients un peu lourds, enfin difficiles, donc là je vais faire une petite pause de quelques minutes pour arriver, je dirais, l'esprit propre pour l'autre patient. Propre, vous voyez ce que, enfin c'est une expression, mais disponible, je dirais, pour l'autre patient, de ne pas être encombré par le patient précédent. Et du coup, dans cette aide qu'on propose sans imposer, c'est le patient qui est autonome. Moi je propose, ben voilà, on va vous faire des perfusions de kétamine, on va vous faire un cathéter, on va, bon, par exemple, sur des soins médicaux, et après il va me dire oui ou non. Bon, ben après ça le regarde. Enfin, il faut que j'ai plaidé dans le bon sens pour que voilà, et on va le faire ensemble ou pas le faire ensemble. Et donc c'est ce partage de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut d'emblée renoncer à la toute-puissance médicale. Alors cette histoire de la joie, c'est en fait c'est assez compliqué parce que c'est de l'ordre de la conversation intime et je ne l'ai pas vraiment élaboré. Il y a alors j'ai toujours été exaspérée par j'appelle ça les grenouilles de bénitier, qui sont dans une sorte d'exaltation comme ça, de joie. J'ai été maltraitée par des bonnes sœurs, donc je peux avoir quelques griefs par rapport à ça. Mais il y a une question, donc c'était il y a un moment où quelque chose qui a peut-être marqué ou mis des mots sur mon questionnement, c'est le Dalai Lama. Et donc il y a une journaliste qui voit le Dalai Lama et qui l'interroge. Elle lui dit: mais votre sainteté, c'est incroyable, vous ne retournerez jamais au Tibet, ils sont tous en train de se brûler, enfin de s'immoler par le feu là-bas. La Chine a refait tout, enfin bref. Elle dit: mais vous souriez encore. Et alors, tout sourire, le Dalai Lama dit oui, bien sûr, ils m'ont tout pris. Vous voulez pas qu'en plus ils me prennent la joie? Et je dirais que cette réflexion, donc très ancienne, que je connais depuis un moment, a peut-être mis des mots. Et il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle L'art de la joie, je crois, de Nicolas Go. Pardon, G.O. Bon, Go. Et qui parle de ça, c'est-à-dire la joie comme principe. Et ce bouquin, je le trimballe partout. Voilà. Et donc, je ne pense pas que ça soit parce que je suis une femme, ou que si j'étais un homme, enfin, Dalai Lama est un homme, enfin, il y a plein de personnes, je pense, qui sont dans cet état de joie qu'il faut cultiver, il faut la praxis. Et donc on a des pannes, hein, des fois. Voilà, c'est un principe, je dirais, philosophique. C'est différent du spirituel. Bon, je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas mettre plus de mots sur ce principe. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que dans notre société, alors il y a le trépied de Lacan. Le trépied de Lacan, c'est le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et donc c'est comme un tabouret, et c'est grâce à ça que notre psyché est à plomb. Sauf que le réel est compliqué,
l'imaginaire existe toujours, mais il n'y a plus de symbolique dans notre société. Et que cette absence du symbolique fait que les gens sont malheureux. Parce qu'il n'y a pas de sens derrière les choses qu'on peut connaître, transmettre et ou ouvrir à d'autres espaces, je dirais. Et du coup, il y a un aspect aussi symbolique de la joie. Moi, je crois que notre société est en train de changer. Elle a changé, enfin pour moi en tout cas, il y a un avant et un après Covid, où vraiment, alors j'en parle enfin suffisamment librement, puisque moi je n'ai pas vécu le Covid, donc c'est-à-dire j'ai continué à travailler. J'avais les autorisations pour tout, donc en plus, bon, j'habite dans une maison, pas très grande, mais une maison avec un petit jardin. Bon, je veux dire, je suis pas entassée comme d'autres. Pendant le Covid, donc on a organisé des pauses détente, puisqu'on n'avait plus de consultation, des pauses détente pour le personnel. On a fait 1500 passages, je crois, enfin, où on a beaucoup travaillé finalement. Pour le personnel qui, lui, vivait le confinement dans les services où il n'avait pas le droit de sortir et vivait le confinement chez eux, peut-être avec des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, etc. Donc je découvre, enfin ça fait un petit moment maintenant, mais je découvre avec stupéfaction l'impact terrible du Covid sur la société. Alors, on parle des enfants et des ados qui sont totalement déprimés, voilà, mais moi je vois des gens, ça les a cassés, ça a cassé quelque chose. Certains ont pu s'en sortir en disant bon mon métier n'a pas de sens, donc je vais aller à la campagne, etc. Donc une recherche de sens. Mais en gros, notre société, quand vous regardez les infos, en fait, tout est guidé par la peur. Donc on exerce la peur sur les gens. Alors là, il y a peut-être des raisons avec l'Ukraine, etc. Mais par exemple, pendant la crise du Covid, il n'y avait rien pour rassurer. Il faisait peur en disant une chose et le contraire. Et puis on est dans un consumérisme qui fait que voilà, on est dans l'avoir plutôt que dans l'être. Et donc, face à ça, il y a des difficultés financières, enfin, voilà, et donc, du coup, les gens, si vous n'avez pas de... c'était comment la montre, là, voilà, si vous n'avez pas cette fameuse montre, vous êtes foutu. Vous avez raté votre vie. Et, en fait... l'imaginaire, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on veut, etc. Il n'y a plus vraiment... Je trouve que les gens manquent d'imaginaire, dans le sens de leur propre création. Et alors, il n'y a plus de symbolique du tout, quoi. Et je pense que ça contribue au malaise de la société. C'est intéressant parce que cette discussion, parce que je vais bientôt partir à la retraite. Et donc, il faut que je réfléchisse à mon pot de départ et à ce que je vais dire, en fait. Et de se retourner un peu, de voir ce qu'on a fait, ou ce que j'ai fait. Est-ce qu'il me manque quelque chose dans la besace? Alors, je pense que oui. J'aurais pu être un peu plus universitaire. Moi, je n'ai pas voulu aller dans les labos, mais plutôt faire de la clinique. J'aurais pu écrire davantage, mais j'ai du mal. J'ai des accouchements difficiles, même en vrai. Et en même temps, je dirais que j'ai fait au mieux. Et que quand je regarde tout ça, je souris. Donc on a toujours, bien sûr, on aurait pu faire ceci ou cela,
Mais je crois qu'il ne faut rien se reprocher. Moi, j'ai fait les choses avec, comme on disait tout à l'heure, la fameuse sérendipité, où on profite de l'occasion et ça éveille des choses. Alors, je trouve que ce que je regrette, c'est de ne pas être plus jeune. Parce qu'il se passe plein de trucs, plein de choses qu'on a mis 20 ans à mettre en place, à avancer, à former des gens, à les éveiller, à lire des bouquins, etc. Et que maintenant ça éclot, ça commence à éclore. Et puis voilà quoi, faut partir. Et donc ça, c'est peut-être ça le regret de dire à un monsieur Cadbury un petit peu plus longtemps s'il vous plaît.